Un grand merci aux tipeurs qui financent les vidéos. Cette chaîne ne peut exister que grâce à votre soutien, dont j'aime et commentaires. Bon visionnage. Il était une fois une jeune fille surnommée Morue. Elle était laide comme jamais aucune autre femme ne l'avait été. Et pour ne rien arranger, elle sentait fort le poisson. Un beau jour, alors qu'elle s'admirait dans l'étang, enfin s'admirait, disons plutôt qu'elle regardait la vérité en face, une fée vint la voir pour lui proposer de réaliser un souhait. Morue choisit d'obtenir la beauté. Malheureusement, la petite fée en était bien incapable, car Morue partait de bien trop loin. Alors à la place, elle lui offrit l'apparence de la beauté. Morue resterait laide pour toujours, mais aux yeux des autres, elle serait désormais vue comme le concept même de la beauté incarnée dans le corps d'une femme. Salut à tous, c'est le fils de Bulle, générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... J'ai horreur de ça. Plouk, plouk, flaou. La BD n'est plus ce qu'elle est. Je suis un perdant magnifique. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais, c'est tout. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Beauté, une BD scénarisée et colorisée par Hubert et dessinée par le duo Kerasquet. Dessiner une BD, c'est dessiner les mêmes personnages des centaines et des centaines de fois. Mine de rien, vu comme ça, être dessinateur de BD, c'est un peu aliénant. Pas étonnant qu'ils soient tous à moitié cinglés. Néanmoins, les BD écrites par Hubert, comme Beauté ou le célèbre Podum, proposent une variation de ce fait BDesque. Dans ces deux BD, les personnages principaux sont doubles. Dans Podum, la jeune Bianca revêt une peau d'homme et devient Lorenzo, un beau mâle androgyne. Zanzim, le dessinateur, alterne entre les représentations de Bianca et de Lorenzo, entre une figure féminine et une figure masculine. Il s'agit bel et bien du même personnage. Tantôt Bianca est une femme, tantôt elle est un homme. Non, je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Le dessinateur dessine donc toujours le même personnage, mais sous des apparences radicalement différentes. Et la force de la BD, c'est qu'à aucun moment nous n'avons l'impression que ces deux représentations sont deux personnages distincts. Dans Beauté, c'est un peu différent. Morue est laide, mais les autres ont l'impression qu'elle est l'avatar même de la beauté. Ainsi, selon l'enjeu des scènes, les Kerasquet vont tantôt nous montrer Morue telle qu'elle est vraiment, et tantôt comme elle est perçue par les autres personnages. Tout au long du récit, on va alterner entre Morue et Beauté, tout comme on alternait dans Podum entre Bianca et Lorenzo. C'est toujours l'itération d'un seul et même personnage, mais avec deux apparences distinctes. Morue est mal coiffée, elle a les oreilles décollées, un grand front, des yeux tombants, une petite bouche pincée, un corps rachitique sans colline et un visage difforme. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Beauté, elle, est parfaitement coiffée. Elle a de beaux yeux soulignés par des cils séducteurs, une bouche bien faite que l'on voudrait croquer, des petites oreilles à mordiller, des formes de déesse et un joli visage de poupée. Je vais passer pour un obsédé du zizi sexuel! Elle est si belle que le meilleur peintre du royaume a fini par se pendre, car aucun de ses dessins n'arrive à rendre grâce à une telle splendeur. Donc voilà, même Brigitte Bardot ne peut pas rivaliser avec un tel niveau de séduction. Au début de l'histoire, une fois son souhait réalisé, tous les hommes du village veulent constater le changement de leurs propres yeux. Ils s'introduisent alors chez Morue au cours de la nuit. Et quand ils posent leur regard lubrique sur elle, les auteurs ne nous montrent pas Morue, ils nous montrent Beauté, tendrement endormie comme une jeune fille innocente. Quand elle se réveille et qu'elle se rend compte que tous les gars du village étaient là, elle essaye de s'enfuir. Les auteurs nous montrent alors Morue telle qu'elle est vraiment. Car contrairement à la case d'avant où elle était un être divin, ici elle est un être humain ancré dans la réalité et qui prend peur pour sa vie. Il y a l'imaginaire, et il y a la réalité. Et dans la réalité, tout le monde lui saute dessus, espérant pouvoir se la faire. Pour parler clairement ou presque, il s'agit ici d'un VIOL. Durant toute cette séquence, c'est bien Morue que l'on suit. C'est Morue en tant que Morue qui essaye de survivre à cette situation et non pas son joli double. Elle arrive à s'enfuir, mais le village la poursuit dans la forêt. Elle se réfugie sur un arbre avec sa mère, mais cette dernière tombe et meurt sur le coup. Morue fond en larmes. Elle pleure comme une petite fille. Quand on pleure, notre visage se déforme et nous en l'est. Morue, puisqu'elle est laide, elle le devient d'autant plus. Mais un prince la voit pleurer. Et lui, il ne la voit pas pleurer comme une petite fille dépassée par les événements. Il la voit le visage digne, le menton haut, comme un personnage de tragédie grecque sur qui le destin s'acharne. Ce n'est pas elle qui pleure, c'est la larme elle-même. Oui, je suis un poète. Rien n'impacte la beauté de Beauté. Ni la torture, ni la vieillesse, ni même les émotions. À chaque fois, le charme de la fée corrige ce qui pourrait être perçu comme un défaut. La beauté est pure, jeune, imperturbable. Les auteurs alternent donc entre le personnage véritable et le concept qu'il représente. Selon les besoins de la scène, le spectateur de la case ou bien le sous-texte que le dessin doit faire passer. C'est de toute beauté. Non. Je parlais de Brigitte Bardot tout à l'heure. Eh bien dans cette BD, il y a une planche qui me rappelle fortement le film Le Mépris de Jean-Luc Godard. Regardez, Morue est nue dans le lit auprès de son prince. Elle l'interroge sur ce qu'il pense de son corps. Tu ne trouves pas que j'ai les oreilles décollées, que mes cheveux sont mal coiffés, que mon menton est de travers? Ma bouche, mes yeux, mon nez, mes oreilles.
Mais à chaque fois son prince, qui ne voit en elle que beauté, lui dit que non, elle est parfaite. Il ne comprend même pas pourquoi elle se pose la question. Comme le dit Hume, qui est le goat des philosophes, la beauté n'existe que dans les yeux de celui qui la contemple. Un conte de fées traditionnel s'arrêterait ici. Moru, raillée par les autres, devient grâce au pouvoir des fées une femme magnifique. Elle se marie au prince, devient une princesse et fait plein de petits-enfants. Et ils vivront heureux jusqu'à la fin de leur jour, blablabla, blablabla. Malheureusement pour elle, cette BD n'est pas un conte de fées comme les autres. Et ce qui va lui arriver est très très moche. Très moche. Encore plus moche que son visage. Ah, c'est marrant. Mais avant, j'aimerais que l'on revienne un peu sur cette comparaison avec Le Mépris et Brigitte Bardot. Et pour ça, je suis allé demander à quelqu'un qui s'y connaît réellement en cinéma, contrairement à moi, pour qu'il puisse vous expliquer l'importance de cette scène dans le long métrage de Godard. Ensuite, on verra en quoi la mobilisation de cette référence est intéressante au sein de la bande dessinée. Je vous demande donc d'accueillir Dominique de la chaîne Vulvon. Alors je vous préviens, je lui avais demandé de présenter rapidement la scène en 5 minutes, et finalement elle m'a envoyé 25 minutes de rush. Donc j'ai largement le temps d'aller faire la vaisselle avant de vous retrouver. Faites-lui un bon accueil, ce qu'elle raconte est passionnant. Et à tout à l'heure. Alors il faut déjà rappeler brièvement l'histoire du mépris, qui est l'adaptation du roman d'Alberto Moravia, qui raconte une histoire d'amour entre Camille, interprétée par Brigitte Bardot, et Paul, interprété par Michel Piccoli. Une histoire d'amour qui va se déliter jusqu'à arriver au mépris, comme son nom l'indique. Mais c'est surtout pour Godard beaucoup plus le moyen de filmer un sentiment, le mépris, bien plus qu'une histoire d'amour. C'est-à-dire, comment filme-t-on le mépris, quand apparaît le mépris. Mais c'est un film beaucoup plus vaste parce que c'est aussi un film sur le cinéma. Qu'est-ce que le cinéma ? C'est ce qu'interroge Godard. Et c'est pour ça que un des personnages principaux, donc Paul, interprété par Michel Piccoli, est un écrivain qui est réquisitionné sur le tournage d'un film réalisé par Fritz Lang, qui joue son propre rôle. Et ce film est une adaptation de l'Odyssée. Michel Piccoli, le personnage de Michel Piccoli, est réquisitionné pour faire des changements sur le scénario de ce film. Tout ça sous la houlette d'un producteur américain qui est interprété par Jack Palance. Et ce qui plaisait aussi à Godard, c'est que le roman de Moravia, justement, parlait de l'Odyssée. Et pour lui, ce film montrait un personnage aussi qui se retrouvait dans la même configuration, qui vivait lui aussi son Odyssée moderne. Alors maintenant, si on veut recontextualiser cette scène mythique, il faut déjà expliquer comment elle est apparue. Car Le Mépris est quand même une grosse production par rapport à ce que Godard avait pu faire avant, ce à quoi il était habitué. Et donc dans cette production, il y a des Américains qui ont mis beaucoup d'argent et aussi des Italiens qui ont mis de l'argent, et notamment un des producteurs très connus à l'époque qui s'appelle Carlo Ponti. Et donc Carlo Ponti avait acheté les droits du roman d'Alberto Moravia pour l'adapter au cinéma. Carlo Ponti voulait faire cette adaptation avec Marcello Mastroianni et avec sa compagne de l'époque qui était Sophia Loren. Mais le souci, c'est que Godard, il voulait pas du tout de ce casting, et notamment, il voulait pas de Sophia Loren. Godard, lui, il avait essayé de faire une contre-proposition un peu sur un coup de tête. Ça n'a évidemment pas donné lieu à des tractations, rien du tout. Mais lui, il avait lancé l'idée de prendre plutôt Frank Sinatra pour faire le rôle de Paul, et Kim Novak pour faire le rôle de Camille. Alors Frank Sinatra, parce qu'il l'avait vu dans un film de Minelli qui s'appelle Comme un torrent, en anglais Some Came Running, et d'ailleurs il y fait référence à un moment dans le film du Mépris. Ça me va bien, non? Non, moi je te préfère avec les cheveux blancs. Moi je te préfère sans chapeau et sans cigare. C'est pour faire comme Dean Martin dans Some Came Running. Oh là là, je me marre. Quoi? Je sais pas si tu veux faire comme Dean Martin, mais en tout cas tu fais comme l'âme, Martin. Qui est-ce? Donc c'était plutôt dans le film de Minelli un personnage d'intellectuel un petit peu alcoolique, dépressif. Et Kim Novak, surtout parce que c'était une actrice un peu énigmatique, placide, effectivement, notamment dans son rôle dans Vertigo de Hitchcock. Mais finalement, apprenant que Bardot avait manifesté publiquement un intérêt pour le roman d'Alberto Moravia, la production a sauté sur l'occasion, et c'est finalement Brigitte Bardot qui a été choisie pour interpréter le rôle de Camille. Et Godard a accepté ce choix, et lui a proposé Michel Piccoli, qui à l'époque avait déjà fait pas mal de films, mais n'avait pas une notoriété aussi importante qu'il l'aura
justement après Le Mépris. Mais ce qui est assez intéressant avec le choix de Bardot, c'est que Godard a utilisé le mythe de l'actrice. Parce qu'il faut rappeler qu'à cette époque, Brigitte Bardot était l'une des plus grandes stars mondiales, pas seulement françaises, mais vraiment mondiales. Il n'y avait pas tellement d'équivalent à l'époque du phénomène Bardot. Bien sûr, il y avait plein d'actrices qui étaient des stars ou des sex symboles ou des grandes actrices, qu'elles soient américaines, italiennes, suédoises, anglaises ou autres. Mais la différence, c'est que Brigitte Bardot était un phénomène de société. C'est-à-dire que c'était plus qu'une actrice, c'était plus qu'un sex symbole, c'était une sorte de phénomène de société et déjà de sa jeunesse. Une sorte de mythe, finalement, une de mythe vivant. Et d'ailleurs, ce côté mythique, presque de déesse, est évoqué par Jean Cocteau, qui a dit de Brigitte Bardot, je cite, « Le destin l'a mise à la place exacte où le rêve et la réalité se confondent. Sa beauté, son talent sont incontestables, mais elle possède autre chose d'inconnu, qui attire les idolâtres d'un âge privé des dieux. » Et c'est exactement cet aspect que Godard va utiliser. Et d'ailleurs, si dans le film, le personnage de Camille, interprété par Bardot, est une simple sténodactylo, elle est sans arrêt comparée dans le film à Pénélope, l'épouse fidèle de Ulysse. Monsieur Procoche a une théorie sur l'Odyssée. Il pense que la femme d'Ulysse était infidèle. Ce qui fait écho dans le film, puisque le personnage de Brigitte Bardot est convoité par le producteur américain incarné par Jack Palance. Et le personnage de Bardot est aussi intéressant, au-delà du mythe, parce que c'est aussi une icône populaire, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, un phénomène de société. Et donc c'est vraiment, elle est devenue une espèce d'icône populaire que les réalisateurs ont intégrée dans leur film, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'image de l'actrice, souvent dans des personnages fictifs. Typiquement, Clouseau dans La Vérité, il se sert de vrais éléments de la vie de Brigitte Bardot et de le côté sulfureux qu'elle représentait à l'époque, il l'intègre dans son scénario. Louis Malle fera également la même chose dans son film Vie privée, qui raconte finalement l'histoire d'une actrice qui a tout de semblable à Brigitte Bardot, et donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Et tous ces réalisateurs la font mourir. Et pour en revenir au Mépris de Godard, donc le personnage de Camille, Brigitte Bardot, à un moment du film, va partir avec le producteur américain Jack Palance. Et ce qui est intéressant, puisque dans ce film, comme je l'ai dit, qui parle du cinéma, Fritz Lang, qui joue son propre rôle, incarne le cinéma classique, ce cinéma à l'ancienne, et le producteur américain incarné par Jack Palance incarne le cinéma moderne, contemporain, dont on découvre effectivement dans le film la confrontation avec le cinéma classique. Et l'icône, donc, évidemment dans le film c'est Camille, la sténodactylo, la très belle femme, mais symboliquement Brigitte Bardot part avec le cinéma contemporain, incarné par Jack Palance. Elle va dans sa voiture. Donc l'icône populaire est happée par ce cinéma contemporain, et elle n'en a pas tellement envie. Brigitte Bardot, malgré elle, a été happée par ce cinéma-là. Voilà comment aussi l'a utilisé Godard. Donc maintenant, pour en revenir donc au casting, et du coup à la production de cette scène, comme finalement on a réussi à avoir Brigitte Bardot pour faire le film du Mépris, alors là la production est enclenchée, les sous abondent, parce que c'est quand même Brigitte Bardot, elle va avoir un beau cachet, là il y a des sous pour faire le film, quoi. Donc tout peut commencer. Alors comme c'est un film qui a eu un gros budget, c'est aussi une des premières fois où Godard va devoir entièrement scénariser son film. Parce que, bon, habituellement, Godard, il écrivait pas tout, c'est-à-dire qu'il écrivait quelques pages de son scénario, mais il écrivait pas un scénario en entier, et puis il y avait aussi beaucoup d'improvisation, il y a parfois des dialogues qui étaient écrits le jour même, etc. Donc là, par contre, comme on avait mis beaucoup de sous, il fallait que ce soit vraiment scénarisé, et aussi parce que c'était l'adaptation du roman de Moravia. Donc il fallait à la fois être proche du roman et en même temps, Godard s'en est aussi émancipé, mais il y a des dialogues dans le film qui sont réellement dans le roman. Donc le film se tourne, on montre le film pratiquement achevé au producteur, et là, catastrophe, ça va pas du tout. Parce que les producteurs américains et surtout italiens aussi disent « Attendez, on a mis des sous, on a pris Brigitte Bardot et on la voit pas nue, on la voit pratiquement jamais à poil. En plus, ça se passe quand même à un endroit où on est quand même près de la mer, il fait chaud. Bon, à un moment donné, on doit la voir à poil, quoi. C'est quand même Brigitte Bardot. On a payé pour voir Brigitte Bardot à poil. Et où est la scène d'amour qu'on attend dans une histoire d'amour ? Mince, donc il va falloir refaire des scènes.
Ça pose un souci parce que Godard, lui, il voulait pas montrer Bardot nu dans ce film. Et donc cette fameuse scène mythique n'était pas du tout l'objectif de Godard. Il ne l'avait pas pensé. Et donc Godard a longtemps résisté pour ne pas faire cette scène et les autres scènes qui ont été aussi rajoutées dans le film, on voit Bardot nu. Enfin, il a essayé quelques subterfuges mais qui n'ont pas marché. Notamment un où il a proposé de s'occuper de la production, du tournage des nouvelles scènes à ajouter. Sauf qu'il a demandé un devis totalement délirant, pensant que ça serait refusé par la production. Et finalement, la production a accepté. Mais ils ont quand même reçu du coup une somme assez importante pour finalement quelques jours de tournage. Donc Godard a été quand même obligé de tourner ces scènes. Là, il avait essayé tous les moyens. Donc du coup, on va tourner ces scènes, on va faire venir Jack Palance, Michel Piccoli, Brigitte Bardot. Et Godard va dire ok, vous voulez Bardot à poil, je vais vous la foutre à poil, littéralement. Parce que ça, c'est aussi un des grands trucs de Godard. C'est de prendre souvent les choses au premier degré, au pied de la lettre. Donc là, en l'occurrence, je vais vous la foutre à poil. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette scène. Sauf que l'intelligence et, on va dire, le sabotage de génie de Godard, c'est de dire que vous attendez une scène d'amour classique à poil au cinéma, entre deux amants. Mais moi, je ne vais pas vous donner ce voyeurisme. Moi, je vais jouer avec le voyeurisme du spectateur. C'est-à-dire que je vais vous foutre littéralement Bardot à poil. On va voir son cul. D'ailleurs, à part son cul, on verra pas grand-chose. On verra pas sa poitrine, on verra rien d'autre. Et je vais vous décomposer son corps, enlever tout l'érotisme que l'on pourra attendre en vous décomposant son corps, notamment par le dialogue dans cette scène qui est restée célèbre. Tu vois mes pieds dans la glace? Oui. Tu les trouves jolis? Oui. Très. Et mes chevilles, tu les aimes? Oui. Tu les aimes mes genoux aussi? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et mes cuisses? Aussi. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies mes fesses? Oui. Et en décomposant son corps, il fait finalement, par une sorte d'amour physique, une déclaration d'amour platonique. C'est-à-dire que on a à la fois un amour physique et platonique dans la même scène, puisqu'à la fin, il lui fait dire Oui, tout. Donc tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Moi aussi, Paul. donc tu m'aimes totalement. Et donc la scène d'amour habituelle de sexe qui montre les deux amoureux, là, elle est totalement manipulée par Godard, qui montre une scène d'amour platonique et physique, et finalement une très belle déclaration d'amour qui n'a rien d'érotique. On n'est pas du tout dans le voyeurisme un peu salace qu'on attendrait habituellement. Et donc c'est une scène qui finalement se dit aussi avec les mots plus qu'elle ne se voit dans l'attente voyeuriste de la scène d'amour sexuel. Donc l'attente des producteurs est totalement renversée par Godard, qui en fait une vraie œuvre d'art, une scène très belle, dénuée d'érotisme, en tout cas d'un érotisme qui serait plutôt voyeuriste, commercial. Donc Godard est un génie puisqu'il arrive à saboter la demande en créant une scène magnifique, qui en plus est restée culte dans l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, il ajoute des filtres de couleurs aussi, qui voilent un petit peu le corps de Bardot. On voit des filtres rouges, des filtres bleus ou blancs, qui d'ailleurs vont faire écho à d'autres scènes de nus de Bardot qu'on voit à d'autres moments dans le film qui ont été rajoutés, où on voit Bardot nu, soit sur des tapis ou des fauteuils qui sont blancs ou qui sont rouges, et qui rappellent ces filtres du début que Godard a mis sur le corps de Bardot.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il met dans cette scène mythique la musique de Georges Delerue, qui est très belle et qui elle aussi est mythique. Et cette musique est assez troublante, parce qu'évidemment pendant tout le film, il y a des thèmes qui accompagnent les personnages, des thèmes musicaux. Mais cette musique est troublante parce que on est pendant une scène d'amour au début entre deux amants, où là tout va bien. Et cette musique est profondément tragique. Et d'ailleurs, ça fait écho à ce que dit Piccoli à la fin de cette déclaration d'amour, où il lui dit « je t'aime tragiquement ». Et donc cette musique est assez triste pour une scène d'amour. On n'est pas du tout dans quelque chose d'excitant, vous voyez. Et donc ce thème annonce la tragédie qui va arriver, le mépris qui va arriver, mais qui n'est pas encore là. On est au début du film, les amants sont amoureux, tout se passe bien. Et cette musique est aussi intéressante pour encore une fois saboter, on va dire, la demande des producteurs, c'est que cette musique est parfois tellement forte qu'on n'arrive pas à entrer dans l'intimité des personnages, on n'arrive pas à tout entendre. Ils disent des choses, mais c'est un peu, on est comme si on était un petit peu éloigné, on n'est pas totalement dans l'intimité, on n'en verra pas plus et on n'entendra pas tout. Ça va. Et mes sœurs, tu les aimes? Oui, énormément. Doucement un peu, pas si fort. Pardon. Qu'est-ce que tu préfères? Mes seins ou la poigne de mes seins? Je sais pas. C'est pareil. Et donc ce qui est fondamental avec cette scène, c'est que Godard a réussi à la réintégrer et finalement elle nous en apprend beaucoup puisqu'elle nous permet de comprendre la relation entre les deux personnages qui au début est plutôt bonne, ils s'aiment, là on ne sait pas trop s'ils ont fait l'amour, s'ils vont le refaire ou autre. Et après ça va être d'autant plus intéressant pour montrer ensuite le mépris qui va s'installer au sein de ce couple. Mais ce qui est fantastique avec cette scène, c'est qu'elle est une mise en abîme finalement de ce que raconte le mépris. Et ça, évidemment, Godard, il n'avait pas pu le prévoir au départ. Mais elle est doublement intéressante, puisque si le film nous parle d'un sentiment, il nous parle aussi du cinéma, comme je l'ai dit au début. Qu'est-ce que le cinéma? Comment fait-on un film? Eh bien, cette scène en est une démonstration. C'est une mise en abîme. Pourquoi? Parce que dans le film, le personnage qu'interprète Michel Piccoli, donc cet écrivain qui va participer au scénario de l'Odyssée qui est tourné par Fritz Lang, eh bien ce personnage est tiraillé entre ce cinéma classique incarné par Fritz Lang et les exigences du producteur américain, donc Jack Palance, ce cinéma, on va dire moderne. Il est tiraillé moralement entre ces deux extrémités qu'il doit surmonter comme dans une tragédie. Dans les tragédies, tous les choix sont mauvais. C'est ça le grand problème de la tragédie, c'est que quel que soit le choix, il y aura toujours un aspect négatif au choix qui sera fait. Et finalement, ce personnage qui est tiraillé, c'est exactement ce qui est arrivé à Godard, puisque Godard a été, comme dans le film, obligé par la production à rajouter des choses, à écrire des choses qu'il ne voulait pas faire. Et cette mise en abîme est tellement visible que d'ailleurs, à un autre moment dans le film, Godard fait tenir au personnage de Michel Piccoli cette phrase. Elles vont se déshabiller? Évidemment. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Et donc c'est assez drôle parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec Bardot, quoi. On a voulu voir son cul. Et donc Godard a été obligé de faire plusieurs scènes, parce que d'ailleurs il n'y a pas que cette scène d'ouverture, mais plusieurs scènes qu'il ne voulait pas faire. Et il fait écho à cette dimension réelle de sa propre vie. Et donc c'est assez drôle parce que si on doit analyser cette scène sans la comprendre, sans avoir de contexte, on ne sait pas trop comment l'interpréter finalement. Alors il y en a qui y voient du malgaise, d'autres qui n'y voient pas du malgaise. C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'au départ c'est une demande voyeuriste de voir une actrice à poil, parce que finalement Godard était quand même obligé de céder, on voit quand même le cul de Bardot. Donc pour répondre à ce voyeurisme qui existe au cinéma, et en même temps, Godard sabote ce voyeurisme, sabote cette demande, en enlevant tout l'érotisme, parce que finalement c'est une scène qui n'est pas excitante, et il arrive à finalement s'extraire de la volonté des producteurs. Et cette manière aussi de découper le corps de Bardot est aussi une réponse ironique adressée aux producteurs et au public, c'est-à-dire ce qu'on attend de Bardot l'actrice,
c'est-à-dire son cul, ses pieds, ses seins, ses mains. C'est finalement ce que vous attendez de l'actrice. D'ailleurs, alors, je ne parle pas pour Brigitte Bardot, mais il existait au cinéma des acteurs ou des actrices qui faisaient assurer certaines parties de leur corps. Donc on peut y voir aussi cet écho-là, qui est assez ironique de la part de Godard. Donc cette scène est incroyable sur différents points. Elle est devenue culte dans l'histoire du cinéma. Elle est devenue finalement indispensable au film aussi, puisque Godard a réussi à l'intégrer au début de son film, puisqu'elle ne devait pas y figurer. Et finalement, elle sert à montrer la relation des deux personnages. Et en même temps, il en fait un magnifique sabotage d'une demande commerciale de la part des producteurs. Donc elle est importante à plus d'un titre, cette scène. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a eu un écho aussi important dans la culture populaire, parce qu'elle a une dimension dans l'histoire du film et dans l'histoire du cinéma, ce qu'elle dit du cinéma. Et je vais conclure sur ce point d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est que Godard dira que cette scène, elle intervient comme une pub au milieu de son film. Et d'ailleurs, Godard avait souvent dit moi je veux bien qu'on coupe les films par de la pub à la télé, mais la pub, je veux la faire moi-même. Parce qu'elle illustre aussi la seconde thématique de son film, qui est qu'est-ce que le cinéma ? Déjà, elle répond aussi à une certaine innovation des années 60, et notamment dans le cinéma de Godard, c'est-à-dire de faire des plans assez longs, des plans fixes assez longs, qui est aussi une réflexion par rapport aux plans séquences chez Bazin. Et c'est ce qui explique aussi peut-être que comme ce film était assez en avance sur son époque, les producteurs n'ont rien compris au projet de Godard. Ils n'ont absolument rien compris d'ailleurs au film. Et c'est pour ça d'ailleurs, alors moi j'ai jamais pu voir cette version, mais elle existe, il y a très peu de gens qui l'ont vue, mais Carlo Ponti a fait des changements à la version finale du film de Godard pour la sortie italienne. C'est-à-dire que les Italiens à l'époque ont vu un autre film que les Français. Lui, il a changé déjà, il a tout fait doubler en italien, ce qui n'a plus trop de sens puisque dans le film, il y a des langues différentes qui sont parlées et il y a une traductrice qui est là pour communiquer entre les personnages. D'ailleurs, la traduction est intéressante puisqu'elle adapte la traduction. Et du coup, le fait de tout doubler en italien n'a plus de sens puisqu'on a une traductrice qui ne sert plus à rien si ce n'est répéter des phrases. Il a aussi changé la musique en étant une musique style comédie italienne qu'on voyait à l'époque. Ça n'avait plus rien à voir et c'est une non-compréhension de l'œuvre de Godard. Ce film qui est une réflexion sur le cinéma. Et cette scène, elle fait écho à une citation, alors que Godard, lui, attribue à Bazin, mais on la trouve plutôt d'une façon différente sous la plume de Michel Mourlet dans Les Cahiers du cinéma. Et cette phrase que Godard souhaite attribuer à Bazin, qu'il met en ouverture de son film, dit « Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde. » Et c'est donc exactement ce que montre le mépris. Tant dans les thématiques qui sont traitées, puisqu'on a effectivement un film qui se fait, que dans la manière dont cela est filmé, mis en scène, montré, et par aussi la mise en abîme qui a existé entre la réalité de la fabrication du mépris et l'histoire qui est contée. Dans les années 70, Truffaut fera un film qui se rapproche au niveau de la thématique du mépris, qui s'appelle La Nuit américaine, et qui est un film qui finalement est un peu en retard sur son époque, qui est très classique. Quand Truffaut fait La Nuit américaine, il veut faire une sorte de démonstration sur qu'est-ce que c'est que de tourner un film. Alors que Godard, lui, arrive à le faire dans le mépris, sauf que ce n'est pas son sujet principal. C'est une sorte de sujet accessoire qui est illustré par le film. C'est-à-dire que Godard démontre ce que c'est que le cinéma, mais ce n'est pas le sujet de son récit, de la dramaturgie du film. Pour Truffaut, c'est le sujet de l'histoire principale, c'est-à-dire comment fabriquer un film. C'est présent, dans son scénario. Et Godard, lui, arrive à le montrer. Il le montre d'autant plus quand on sait ce que représente la scène d'ouverture du mépris, cette scène mythique qui est une mise en abîme et qui est une démonstration de ce qu'est le cinéma. Et c'est là le génie de Godard et c'est là aussi le génie du mépris. En sortant de la dramaturgie classique du sujet principal du film. Yes, it's in the script. But that's not what you have on that screen. Naturally, because in the script it is written. And on the screen it's pictures.
Motion picture, it's called. Ah, il dit que c'est pas la même chose quand c'est filmé que quand c'est écrit. Le temps passe vite, me voilà déjà de retour. Je vous encourage tous à aller vous abonner à sa chaîne, elle fait des vidéos de 2-3 heures sur le cinéma et c'est véritablement passionnant. Désolé pour les petits pourceaux d'entre vous, mais j'ai dû censurer un peu le postérieur de Brigitte. Si vous voulez le voir, il faudra regarder Le Mépris, qui est un film incroyable. Enfin bon, revenons à nos moutons. Dans Le Mépris, le personnage de Camille, joué donc par Brigitte, sollicite sans cesse le regard de son mari. Elle a peur de ne plus être désirable à ses yeux, peur qu'il cesse de l'aimer et qu'il l'offre à d'autres regards que le sien. Camille a beau être l'une des femmes les plus belles du monde, ce qui est renforcé par le fait qu'elle soit interprétée par le sexe symbole du moment, elle reste totalement dépendante du regard de son mari, comme si elle ne pouvait plus exister sans lui. Et c'est parce que celui-ci va cesser un instant de la regarder, ou plutôt parce qu'il va la regarder avec un regard de statue, comme le dit Camille, que le doute va finalement s'insinuer dans l'esprit de la jeune femme. Doute qui va finalement se transformer en mépris. Puisque son mari méprise son corps en cessant de le regarder, elle va mépriser son mari d'un point de vue moral. Camille éprouve du mépris pour son mari également, car par deux fois celui-ci semble vouloir l'offrir au producteur américain. De 1, il n'est pas jaloux, ce que Camille ne comprend pas, et de 2, Paul se laisse rabaisser jusqu'à proposer insidieusement sa femme au producteur. Cette soumission, cette non-confiance en son amour-propre fait aussi naître le mépris de la part de sa femme. C'est pas très convivial, enfin comme accueil on fait mieux quand même, hein. Dans Beauté c'est un peu pareil, à ceci près que Morue est aussi laide que Bardot est éclatante. Néanmoins les deux ont besoin du regard de leur amant, et Morue d'autant plus que sa beauté ne peut être perçue qu'à partir du moment où elle est regardée. Elle n'est pas véritablement belle, mais le regard des autres donne l'illusion inverse. C'est parce que les hommes la regardent qu'à son tour elle a l'impression d'être aussi belle qu'ils le pensent. Elle s'inquiète parce qu'elle a peur qu'à chaque instant le charme soit rompu, et que son prince ne découvre ce qui se cache sous ce stratagème. Et comme pour Camille, le mépris va finir par émerger dans son esprit, bien que ce soit pour des raisons différentes. Son prince est incapable de voir au-delà de son apparence, ce qui est méprisable. Son prince obéit au moindre de ses caprices, ce qui l'est d'autant plus. Contrairement à Paul dans Le Mépris, il ne va jamais cesser de regarder Beauté, puisqu'il est incapable de détourner les yeux d'une telle élévation. Mais c'est justement là où va naître une autre forme de mépris. Il est beaucoup trop obnubilé par le physique irréprochable de son amante. Il ne pense qu'à elle, ne désire aucune autre femme. Elle n'a pas besoin de combattre pour la voir à ses pieds. Il lui suffit de cligner des yeux. Il est là tout le temps. Et finalement, il n'est pas grand-chose. Oui, certes, il est prince. Et après, Morue n'a pas eu besoin de le séduire, pas eu besoin de faire un quelconque effort. Ce prince n'est pas un trophée. Ce n'est pas une fierté de la voir dans son lit, il y allait tout seul. Alors qu'elle, puisqu'elle est la plus belle, elle obtient la possibilité d'être exigeante. Alors pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? Pourquoi pas un roi? Et c'est ainsi que naît le mépris. Souvent dans les histoires type contes de fées, les gentils sont beaux et intelligents, et puis les méchants ils sont moches et stupides. Dans la vraie vie, on sait très bien que c'est faux. Et pourtant, comme le disait Aristote, la beauté est une meilleure recommandation que n'importe quelle lettre. Des études ont montré que l'on faisait plus facilement confiance aux gens beaux qu'aux gens laids, que les premiers trouvaient plus facilement du travail et surtout de meilleurs jobs, qu'ils grimpaient plus facilement les échelons, que les gens beaux paraissaient plus sympathiques, plus ouverts, plus sociables, plus honnêtes. En bref, on prête aux personnes agréables à l'œil des qualités qui les rendent tout autant agréables à vivre, comme si la beauté intérieure était équivalente à la beauté observable. Et soyons francs, la beauté intérieure n'est attirante que lorsqu'elle accompagne un joli visage. Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Le physique est un élément important dans les rapports de séduction. Il est ce qui attire, tandis que la personnalité est ce qui fait rester. Revenons au cas de Morue. Morue est à la fois belle et laide. Puisque les autres personnages ne voient d'elle que son apparence, il lui passe tout. Il la trouve gentille alors qu'elle est insupportable, il cède à ses caprices même les plus absurdes, et l'invite même aux réunions pour gérer le royaume alors qu'elle est profondément stupide. Si on reprend les concepts de beauté intérieure et extérieure, on pourrait dire que Morue est belle à l'extérieur et laide à l'intérieur. Réellement. Quand le prince lui dit « Beauté, un visage comme le tien ne peut pas cacher une vilaine âme », il a totalement tort. À un moment par exemple, elle empêche son mari de partir à la chasse, pour qu'ils puissent passer la journée ensemble à forniquer. Forcément le soir venu, il n'y a pas de biche à table, puisque personne n'est allé la chasser. Morue boude un peu beaucoup, puis décide de faire d'une pierre deux coups. Elle se rend dans son village natal et dénonce au prince la réserve secrète de nourriture qu'il cache dans les sous-sols. Ainsi elle trouve de quoi bouffer et en même temps elle se venge de ceux qui l'ont humiliée. Oh putain! Je suis de 143! À chaque fois que Morue fait un acte mauvais ou stupide, c'est en tant qu'elle-même, et non en tant que représentante de la beauté incarnée sur Terre. Quand elle est belle, ses actes sont purs. Quand elle est moche, ses actes sont stupides. Ou inversement d'ailleurs. Peut-être que les auteurs nous montrent Morue belle quand ses actes sont purs et laide quand elle fait des caprices. Jamais vous ne verrez dans le récit Beauté s'énerver, mentir, manipuler, non.
Tous ces vices, c'est toujours Moru qui s'en rend coupable. Il n'y a pas ici d'histoire de Moru est laide, mais elle a un bon fond. Non, c'est une connasse. Elle est jalouse, orgueilleuse, méchante, colérique, perfide. Elle est à la fois laide et mauvaise. Quand elle était moche, oui, elle était plutôt sympa, puisqu'elle avait pas le choix. Si jamais elle s'était permise d'être méchante et rebelle alors qu'elle était moche, elle n'aurait eu plus aucune utilité aux yeux des autres. Mais depuis qu'elle est belle, elle se permet de révéler sa vraie nature. Et elle compte bien profiter de son nouveau statut et de ses nouveaux privilèges. Au début de l'histoire, Moru séduit tout le monde. Elle est tout en haut de la hiérarchie de l'harmonie, et elle peut choisir ses prétendants. Elle est choisie donc beau, fort, riche, puissant, bah ouais. Elle va pas se contenter du bas du panier alors qu'elle peut avoir qui elle veut. Vous, si vous aviez le choix, vous choisiriez qui? Elle ou elle? Bah voilà. Et Moru, elle a le choix, donc on ne peut pas lui en vouloir. Pour être clair, elle n'aurait sûrement pas voulu de vous. Vous êtes trop laid, trop insignifiant. La beauté ne traîne pas avec le bas peuple. C'est la cruauté de l'amour. Mais si la beauté est un passe-droit qui procure bien des avantages, elle est aussi un outil dangereux. Le charme de la fée est à la fois l'obtention d'un privilège pour Moru, mais aussi ce qui va causer sa perte. Quand on a une beauté discrète, on peut draguer, séduire, contrôler par le physique ce que l'on cherche à montrer. Mettre une touche de maquillage, ouvrir un peu son décolleté. On séduit en jouant sur ce que l'on montre et sur ce que l'on cache. Le problème de Moru, c'est qu'elle est belle en permanence, et qu'à chaque instant de sa vie, on la regarde avec envie. Ce n'est pas elle qui décide de charmer un homme par qui elle serait intéressée, non. Ce sont les hommes qui sont charmés par elle, quoi qu'elle fasse. Même si elle s'habille mal, qu'elle fait la grimace, ça change rien. Le charme fait qu'on la voit tout à fait autrement. Elle est à chaque seconde une séductrice. Elle est à chaque seconde le corps que chacun désire. Elle est tellement belle que les hommes se battent pour elle. Des guerres se déclenchent pour elle. Les maris ne rêvent que de coucher avec elle, les femmes ne rêvent que de la tuer. Elle se sent seule, personne ne s'intéresse à Moru. Ils s'intéressent tous à beauté. Moru disparaît derrière son avatar, à tel point qu'elle devra finalement fabriquer un masque de son ancien visage par-dessus son avatar de beauté, pour que les gens arrêtent de frétiller dès qu'ils l'aperçoivent. Il faut donc user de masques pour révéler la vérité cachée, elle aussi, derrière un masque. L'apparence peut nous permettre de révéler la vérité sur les apparences. Étrange. Je vous laisserai découvrir le reste du récit par vous-même. Je vous mets en description un lien d'affiliation BDFUG vers la version intégrale qui me permettrait de toucher une petite commission. Tant que j'y suis, je vous encourage aussi dès à présent à mettre le petit j'aime et tutti quanti. Bien, concluons. Ce qui me plaît tant dans Podom et dans Beauté, ce sont ces personnages qui jouent au double jeu, qui sont à la fois une chose et son inverse. Une femme dans le corps d'un homme, un laidron dans le corps d'une femme fatale. À chaque fois dans les histoires d'Hubert, il est question d'amour, de sexualité et des rapports hommes-femmes. Bien souvent, les hommes sont pervers et menteurs, et les femmes doivent renouer avec leur féminité pour réussir à sortir du joug de l'oppression. Mais en même temps, les hommes ne sont pas réellement méchants. Dans Beauté, c'est bien à cause de cette beauté légendaire qu'ils deviennent fous. C'est à cause de Beauté qu'ils en viennent à vouloir tromper leur femme et se foutre sur la gueule. Dans Podom, c'est à cause de la religion que les hommes deviennent misogynes et cruels. Les hommes sont faibles aux attraits de la chair, sensibles à la manipulation et à la bêtise. Et Hubert décrit cela à la fois avec un humour cynique et en même temps avec beaucoup de tendresse. Dans Beauté, il y a des hommes violents, mais il y a aussi des amoureux transis qui ne veulent à Beauté aucun mal, et qui veulent simplement être aimés en retour. Certains en souffrent d'ailleurs, et même s'ils aiment leur femme, ils ne peuvent pas s'empêcher de ressentir une attirance pour la beauté incarnée. Parce que l'amour et l'attirance, c'est tout aussi différent que Moru et Beauté, ou que Bianca et Lorenzo. Si l'on croit aimer véritablement, on est bien souvent en réalité seulement attiré, parce que le vrai est justement ce qui se cache en dessous des masques. Dans les récits d'Hubert, tout est en permanence ambigu, les personnages tout autant que la morale des histoires. Ce n'est jamais dichotomique, ce n'est pas les hommes sont méchants et les femmes sont gentilles, ni même l'inverse. C'est pas les beaux sont méchants et les moches sont gentils, ni même l'inverse. Même les méchants sont attachants. On ressent de la compassion pour ce roi devenu fou face à Beauté, alors qu'il a essayé de la VUL. Parce que dans l'histoire, contrairement à ce qui se passe dans notre monde à nous, il est physiquement impossible de résister à l'attrait de Beauté. Dans la vraie vie, un homme comme lui, je le prendrais moi-même par les testicules. Mais dans le récit, c'est différent, parce que l'on sent bien qu'il souffre lui aussi. Et c'est là la cruauté de cette histoire, c'est que Beauté, par sa seule existence, détruit tout ce qui l'entoure, rend les gens fous, les transforme en monstres. Dans la vraie vie, certains hommes deviennent mauvais et violents dès qu'ils voient un bout de peau. C'est condamnable. C'est l'abandon de la raison au profit de la bestialité. C'est un abandon d'humanité. Mais dans le récit, les hommes deviennent fous à cause d'un concept qui n'est même pas censé exister. C'est touchant parce qu'ils y peuvent rien. Et en même temps, on s'en veut en tant que lecteur de trouver que ça l'est. Parce que qu'il soit justifié ou non, c'est un acte qui reste impardonnable. Et on voit bien, à travers les réactions de Moru, que c'est un acte infâme et violent qui le reste malgré la justification par un élément magique extérieur. C'est cette différence fondamentale entre réalité et histoire qui permet à Hubert, qui était d'ailleurs un fervent féministe, de flouter les barrières de la moralité et de l'empathie au sein de son histoire, pour que son lecteur se pose justement des questions profondes à propos de ces sujets-là. C'est parce que le récit donne une justification à ces actes que l'on prend conscience que l'acte en lui
lui-même est véritablement horrible, dans la fiction comme en dehors. J'espère que vous comprenez ce que je raconte parce que c'est pas évident à exprimer. On ressent aussi de l'agacement envers Moru qui est une vraie peste. Alors que c'est pas sa faute, et qu'elle prend super cher tout au long de l'histoire, sans oublier qu'elle a été martyrisée toute son enfance à cause de sa tronche de poisson. Ce que racontent les histoires d'Hubert finalement, c'est la difficulté de rester humain, la difficulté d'être vrai alors que les relations humaines nécessitent toujours de porter des masques, la difficulté de contrôler les émotions que l'on ressent, surtout sur le plan amoureux et sexuel, la difficulté de résister au poids des traditions, des croyances et des dogmes, et ce, sans jamais pour autant pardonner les manquements les plus élémentaires. Hubert est assez dur envers les relations humaines et les pulsions égoïstes, mais il reste toujours tendre avec les individus. Ce qu'il combat, ce n'est pas les gens, mais plutôt les actes et les structures sociales. Sa mort au début de l'année 2020 aura beaucoup surpris, tout autant qu'elle l'aura touché. Hubert laisse derrière lui de nombreuses œuvres excellentes en tant que scénariste tout d'abord avec Beauté, Peau d'homme, Monsieur Désir, Les Ogres Dieux, mais aussi en tant que coloriste. Notamment sur les œuvres de Jason, parmi lesquelles J'ai tué Adolf Hitler ou encore Athos en Amérique, qu'on aime beaucoup sur cette chaîne. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes lectures. N'oubliez pas de rejoindre la chaîne Vulvon si vous aimez le cinéma raconté par des vrais passionnés. Mais surtout, n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.